Les créateurs des entreprises qui durent sont les héros des temps modernes. Je m'appelle Clément, je vis et travaille à l'île de la Réunion depuis une quinzaine d'années. Avec ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre des hommes et des femmes qui bousculent le tissu économique de notre île. Allez, c'est parti. Alors c'est parti. Alors Tanguy, je suis content de faire ton podcast aujourd'hui parce que t'es dans un secteur un petit peu qui n'est pas courant obligatoirement dans les podcasts, sur lesquels on va obligatoirement chercher des chefs d'entreprise qui ont levé des fonds, qui ont investi, qui ont cherché d'autres choses, etc. Toi, tu es parti plus d'un postulat, à mon avis, mais tu nous expliqueras ça pendant le podcast, d'éthique et de vision de la vie. Voilà, donc pour démarrer, Tanguy, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, Tanguy Graz, 46 ans, à La Réunion maintenant depuis 2003, ça fait 17 ans, marié, 2 enfants. D'accord. Et donc directeur de l'association AXA, qui veut dire Association culturelle et sociale pour l'accès à l'insertion, et éducateur spécialisé de formation. D'accord. Et tu as démarré cette activité comment ? C'est-à-dire que... Alors, l'association, on a déposé les statuts en 2008 et on a commencé réellement à agir avec un public en 2010. Voilà. Et c'est un parcours professionnel lié au contexte réunionnais dans le domaine de l'accompagnement individuel des usagers de la Réunion, à la Réunion, quoi. Voilà. Et à l'époque aussi, une très grande association qui s'appelait l'ARAST. Ouais, ça on y reviendra après, parce que c'est vrai que pour les auditeurs, je te connais depuis de nombreuses années, et que c'est vrai que tu as un parcours au début qui t'a amené à monter cette société. Cette association, pardon, excuse-moi, je vais m'y faire. Voilà. Et je voudrais savoir un petit peu comment, dès le début, sur ton parcours à toi, tu as monté une association d'aide à la personne, en fait, d'action sociale, si je peux le définir comme ça. Est-ce que ça te convient ? Ouais, alors pas vraiment aide à la personne, parce que aide à la personne, c'est ce qu'on appelle souvent les aides à domicile, dans le domaine du handicap ou auprès des personnes âgées. Moi, c'est vraiment auprès des personnes qu'on appelle les désaffiliés sociaux, les plus ceux en marge de la société, qui ne trouvent pas leur voie et leur place. Voilà. Et donc, concrètement, je suis arrivé à La Réunion pour suivre mon épouse qui était mutée. Oui. Donc, en tant que prof, moi, j'avais le droit, j'avais démissionné pour mutation de conjoint, donc j'avais le droit à l'époque au chômage un petit peu, donc j'ai pris mon temps. Et ma première expérience, elle s'est faite ici en tant qu'éducateur spécialisé dans une clinique d'addictologie. D'accord. Donc en fait, pour voir dès le départ, en fait, avant d'arriver à La Réunion, tu avais déjà un parcours d'éducateur spécialisé. Ah oui. C'est-à-dire que tu as démarré, tu as fait des études. Raconte-moi un peu ça. Alors, donc j'ai fait un bac, et puis après j'ai commencé à vouloir faire de la psycho, parce que j'étais toujours intéressé par l'humain, ça c'est vrai, travailler avec l'humain. Et je faisais aussi beaucoup de musique. J'étais pas hyper sérieux les premières années de faculté, mais bon, voilà, j'ai fait un niveau DUG, et puis rapidement j'ai commencé à chercher un métier, j'ai envie de dire, plus concret, ou en tout cas des études plus concrètes que la fac, quoi. Et donc, j'ai fait le tour de mes connaissances, par-ci par-là, et j'ai commencé à m'intéresser aux travailleurs sociaux, c'est-à-dire les assistants sociaux, les éducateurs spécialisés, il y a aussi les éducateurs de jeunes enfants, etc. Ouais. Et j'ai fait quelques stages comme ça, mais dans un cadre totalement... sans cadre en fait, j'étais pas inscrit nulle part. Donc j'ai fait un stage entre autres qui m'avait bien marqué, qui m'avait bien plu auprès des SDF à Strasbourg à l'époque. Parce que tu es originaire en fait de Strasbourg. Ouais. D'accord, ok. Donc l'Alsace. L'Alsace, voilà. Ok. J'ai passé après une première fois les concours à l'école pour rentrer à l'école d'éducateur spécialisé à Strasbourg et à Nancy. La première année je les ai ratés, donc j'ai fait mon service militaire à l'époque. Parce que j'étais obligé de faire mon service militaire, mais mon service militaire, j'ai pu le faire. Quelques années de plus que moi, pas beaucoup, mais... Ça. Et donc je l'ai fait en tant que service civil. Donc j'ai fait
j'étais dans une association qui travaillait qui travaillait dans les cités de Strasbourg. Donc, les plus connus étaient Haute-Pierre, Cronenbourg, on rien à voir avec la bière. Et il y a une cité qui s'appelle Cronenbourg, vraiment en Alsace, en fait. Ouais. D'accord. Un quartier, ouais. Enfin, c'est un quartier. Et le Neuhof, etc. Donc, on allait dans ces quartiers-là, soit dans des structures existantes. Il y en avait une qui s'appelait la Papothèque, par exemple, donc, ce qui veut dire papothèque dans le terme papoter, pas dans le terme rien à voir avec la religion. Et donc, c'était pour voir les parents avec leurs enfants, etc. et les aider. Donc, et bon, concrètement, ça m'a plu, ce métier. J'ai fait mes premières expériences aussi d'éduc de rue, dans la rue, donc aller à la rencontre des jeunes et des moins jeunes. Et ça m'a conforté dans ma volonté de faire un travail dans le domaine du social. Ma compagne a eu son CAPES entre-temps et donc a été mutée à Paris, enfin en région parisienne. Bon, sympa. Ouais, en même temps j'étais content aussi de voir autre chose, de changer autre chose. Mais moi, du coup, j'ai fait, à l'époque c'était un emploi jeune pendant cette année-là, la première année. Donc là t'as quoi? T'as 21, 22 ans? Ouais, comme ça. Ouais. Et donc là, je me suis retrouvé donc emploi jeune dans un lycée privé sous contrat, voilà, qui accueillait des personnes soit complètement classiquement. C'était un. Pardon, ouais, je me perds. En fait, c'était un lycée qui, soi-disant, accueillait des personnes à haut potentiel, mais en échec scolaire. Donc ils avaient la capacité, mais ils n'avaient pas envie. Voilà, je comprends. c'était en tout cas comme ça que c'était présenté. Dans les faits, c'était beaucoup d'enfants d'eux qui étaient en échec scolaire. Et donc, c'était une bonne manière de présenter, de faire accepter l'échec de leurs enfants. Ce qui veut leur dire qu'ils avaient un haut potentiel. Ceci étant dit, il y avait quand même une approche aussi avec une psychologue à plein temps dans le lycée, etc. Et puis moi, ça m'a fait découvrir un monde que je connaissais pas du tout, entre autres les fils de personnes du show business, et des trucs comme ça. C'était comprendre aussi que effectivement, c'est pas parce qu'on était enfant d'eux qu'on n'avait pas de problème. Parce que en dehors du côté financier, psychologiquement, ils n'étaient pas tous très très sereins. D'accord. Donc là, tu fais ton premier emploi jeune, tu regardes, tu pendant un an, petit peu, ouais. Et je passe les concours dans les différentes écoles, parce que l'avantage de Paris, c'est que contrairement à Strasbourg, où à l'époque il n'y avait qu'une école, pareil, il y a plusieurs écoles de formation de travailleurs sociaux. Et donc, je les passe et j'ai la chance cette année-là de les réussir. D'accord, ce sont quoi? Ce sont des écoles publiques C'est des instituts de formation. Ouais. Alors, ça appartient, à l'époque, ça appartenait, moi, ce que j'ai fait au CERDAS, ça n'existe pas le CERDAS, putain, au CREAI. Le CREAI qui n'existe plus maintenant. De plus en plus, c'est les IRTS qui ont tout repris en France partout. C'est les IRTS, c'est les instituts régionaux de travail social. C'est des associations privées, mais financement d'État, et donc il faut passer les concours pour être accepté dans ces écoles. Après, c'est des formations de 2, 3, 4 ans, ça dépend de ce qu'on fait. Et après, ça délivre un diplôme. Enfin, on place des épreuves et on a un diplôme d'État. D'accord, et donc c'est ce que tu as fait, donc tu es rentré là-dedans en fait. Donc je suis rentré à l'école qui s'appelait l'ISIS-CREA, il y a 2 ici en Barne, et j'ai fait mes 3 premières années de formation. Et c'était une école qui avait l'avantage, ça peut avoir une importance pour la suite de mon parcours, de faire une double formation, c'est-à-dire qu'en même temps que les 3 ans de formation d'éducateur spécialisé, l'école nous proposait de faire une licence administration économique et sociale, option sciences sociales, qui pouvait donner une équivalence de chef de service pour plus tard. En fait, on apprenait aussi on avait beaucoup plus de compta, par exemple, de gestion. On avait la compta, la gestion, bien sûr, du droit, etc. Et ça m'a servi un peu par la suite. En tout cas, ça m'a donné confiance dans des domaines qui ne sont pas a priori propres aux travailleurs sociaux. Oui, parce qu'entre le moment où tu es sorti en fait de ce diplôme-là et le moment où tu es arrivé à La Réunion, il s'est passé combien de temps à peu près? Donc j'ai passé mon diplôme, je suis rentré en formation en 99, en 2002 j'ai eu mon diplôme,
Non, n'importe quoi, en 2001, j'ai eu mon diplôme. En 2001, j'ai travaillé et mon épouse a eu sa mutation en 2003. Donc, je suis en 2003. D'accord. Donc, j'avais. Après, la formation d'éducateur spécialisé, il y a une partie théorique et une partie stage. Donc, déjà, on pratique pendant nos études et comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'avais déjà pratiqué ce métier sans avoir le diplôme en fait. D'accord. Et donc tu arrives à La Réunion et il se passe quoi là, en fait, quand tu arrives sur l'île? Donc là, j'arrive, je prends mon temps et donc je trouve un emploi dans une clinique d'addictologie à Saint-Gilles-Léon. Première fois que je travaille vraiment dans le domaine 100% privé, parce qu'avant c'est les privés, mais c'est associatif. Là, en clinique, il y a la notion quand même de rentabilité. D'ailleurs, à cette époque, la clinique venait d'ouvrir. Donc ils avaient une volonté, maintenant mon analyse c'était aussi pour vendre la chose, de mettre en avant une grosse équipe de travailleurs sociaux. Et donc on était, à l'époque, il y avait 2 assistantes sociales à plein temps, 2 éducateurs spécialisés, une ergothérapeute qui est jumelée aussi un peu dans le domaine. Bref, on était 5 ou 6 travailleurs sociaux, mais rapidement on s'est rendu compte qu'ils ne savaient pas quels étaient notre boulot et nos boulots. Et donc on n'a pas trouvé notre place. Et je sais qu'à ce jour, de 6 travailleurs sociaux, ils en sont revenus à un mi-temps. D'accord, donc ils ont monté une clinique privée à Saint-Gilles-Léon. Donc Saint-Gilles-Léon, c'est une ville de l'ouest de La Réunion qui est plutôt riche, à peu près. L'ouest, c'est plus riche. Hein. Ouais, voilà, on n'est pas dans les hauts complets ou dans le sud ou carrément, voilà. Donc voilà, ils ont monté une clinique d'addictologie, c'est ça? C'est ça. Ils ont embauché et bon, voilà. Et après. C'était bronzé. Ça avait aussi comme objectif avoué, hein, quand on discutait avec le patron, d'attirer aussi une clientèle métropolitaine qui devait faire une cure, et autant la faire à La Réunion, parce que c'est à Saint-Gilles, l'image voilà. métropolique, etc. Ouais. Bon, enfin bref, c'était pas l'idéal. Enfin, j'ai pas trouvé ma place. Je ne dis pas que c'est complètement nul non plus comme structure, hein, mais moi, j'ai pas trouvé ma place en tant que travailleur social. Et par contre, j'ai pu être formé sur place pendant les 6 mois. Comme c'était l'ouverture, ils ont proposé à tous les salariés de se former en addictologie. Ouais. Et donc, c'était bien pour moi, ça m'a donné des billes supplémentaires. Mais entre-temps, j'en ai quand même eu rapidement marre professionnellement. Et donc, j'ai commencé à voir ce qu'il y avait comme possibilité d'emploi. Et c'est là qu'il y a eu une annonce de l'ARAST à l'époque. Qui m'a intéressé. Et donc, j'ai postulé et j'ai été pris. Au bout de 6 à 8 mois après avoir commencé dans le poste. Alors, l'ARAST, à l'époque, ça a été la plus grosse association française en termes d'employeurs au niveau du travail social. En fait, c'était une association qui est née de la volonté du Conseil général, donc le département. D'accord. Donc la volonté, c'était de créer une énorme structure qui chapeaute un peu tout ce qui était dans leurs attributions en tant que conseil général. Donc il y avait l'aide à la personne, donc je reviens sur ce qu'est l'aide à la personne, là c'est plus les AVS, les aides à domicile, les TISF, alors travailleuses, d'intervention sociale, voilà, pareil. Les personnes qui viennent aider les personnes qui n'ont pas les capacités à faire le ménage. C'est une association qui regroupe, donc qui est financée par le département, si je comprends bien. Ouais, c'est ça, et qui regroupe toutes les associations sur à peu près tous les services sociaux pour les gens, en fait. Alors c'était 3 grosses associations, donc c'était 3 gros domaines qui voulaient regrouper. Donc le domaine de l'aide à domicile, l'aide à la personne. Le domaine du développement social local, donc c'est là où moi j'ai travaillé, c'est en fait dans un territoire, un lieu avec des travailleurs sociaux
et qui travaille auprès des habitants du territoire qui ont des difficultés. À l'époque, c'est le RMI, etc. Et le troisième domaine, c'était l'AEMO, donc c'est l'aide sociale à l'enfance. Ouais. Donc c'est les enfants et leurs familles qui rencontrent des difficultés en termes d'éducation. Et donc c'est des éducateurs spécialisés qui les accompagnent pour essayer d'améliorer la situation. Donc c'est des professionnels qui viennent à domicile qui viennent leur dire exactement, on va prendre en charge un petit peu ça pour vous expliquer comment faire un petit peu plus. Ouais, c'est un peu dur ce que je dis ou... Non, on n'explique pas, mais on essaie de trouver des solutions avec eux. On surveille aussi parce que des fois il y a des suspicions de maltraitance, etc. Donc il y a aussi ce côté-là. Mais voilà, on essaie de leur donner des petites billes, de voir pour que la situation s'améliore au sein de la famille et éviter la mise en place d'une mesure judiciaire, c'est-à-dire imposée à la famille par le juge. D'accord. Ou le placement. Et ça, c'est spécifique à La Réunion. Je trouve que par rapport à Paris ou par rapport à l'expérience que tu as pu avoir, à La Réunion, c'est plus présent ou... Oh non, ça je peux pas dire, mais ce qu'il y avait de spécifique à La Réunion, c'était cette énorme structure qui regroupait en fait finalement des métiers et des domaines d'activité qui n'avaient pas forcément quelque chose à voir ensemble. Alors l'AEMO, l'aide sociale à l'enfance, le travail sur le territoire, ça pouvait avoir des liens. L'aide à domicile, principalement par exemple pour les personnes âgées, etc. Bon, j'ai pas trouvé énormément de sens là-dedans, mais surtout, ils n'ont pas réussi à faire du lien, alors que c'était une association donc énorme et qui s'est retrouvée à avoir autant de chefs que de personnes sur le terrain, à mon goût. Hein. Alors on va y venir parce que du coup moi, comme ça fait un paquet de temps que je suis à La Réunion, je connais un petit peu l'histoire et on va rapidement passer dessus pour arriver après sur la façon dont je pense que ça a peut-être permis de te mettre à ton compte ou au moins de créer ta structure. Et je voudrais savoir un petit peu du coup ce qui s'est passé en fait avec cette histoire de la race, un petit peu rapidement. Voilà. Alors moi je suis pas spécialiste même de la race parce que en fait j'ai fait donc 2 ans, j'ai été à l'époque ils appelaient ça animateur de pôle, donc j'étais responsable, encore un chef quoi. J'étais une sorte de petit chef dans un local qui accueillait, je sais pas, on devait être une dizaine de travailleurs sociaux. Et voilà. Et au-dessus de moi, il y avait chef de service, donc je sais pas combien il y avait de services en tout, mais il y en avait une dizaine, plus au-dessus il y avait un coordinateur, plus un directeur par région, plus 3 ou 4 directeurs au niveau central, etc. Bref, ça n'avançait pas. L'avantage pour moi associatif et d'être sur le terrain, c'est d'être réactif. Et il y avait une réelle lourdeur du fait du fonctionnement pour moi de la RAST. Et concrètement, je m'ennuyais parce que j'avais l'impression de ne pas pouvoir faire mon travail. Par contre, j'ai quand même monté à l'époque avec mes camarades, mes collaborateurs, mes collègues, un atelier pour les personnes addictes à l'alcool, etc. Enfin, pour être tout à fait honnête, je l'ai pas du tout créé. Il était déjà en place, mais on l'a développé. Ok. Et ça a bien marché, etc. Et au bout de 2 ans, moi, j'en ai eu vraiment marre. J'ai démissionné. C'est quelle année là ? Ça doit être 2006, à peu près. 2007. 2006-2007, t'en as marre de cette histoire de couches, de surcouches, de chefs, Ouais, j'en ai marre de ça. Je trouve vraiment plus ma place dans ce système, dans cette association. Voilà. Sur le coup, j'étais même assez en colère contre cette boîte. Maintenant, je le suis moins. Je comprends peut-être certains fonctionnements, mais vraiment, saturation. Et là, tu fais quoi ? Ah bah là, ça m'avait un peu dégoûté du milieu social. Carrément. Ouais, parce qu'en plus c'était la grosse boîte, hein, il y avait ça, ouais. Et donc je vais faire prof pendant 3 ans. Prof en lycée professionnel, donc sciences médico-sociales, un peu de soins, parce que c'était comme ça, et de la biologie humaine, parce que bon, il s'avère que en psycho on avait fait pas mal de biologie à l'époque, plus
Plus moi j'avais un bac technique dans la biologie humaine aussi. Ok. Donc bref, je fais prof pendant 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans même. Et je refais de la musique en même temps d'ailleurs. Mais t'as fait quoi de la race? T'as claqué ta dème? T'as... Ouais, j'ai démissionné. Ouais. Carrément quoi, sec quoi. J'ai démissionné. Carrément quoi. Ah, sec quoi. Ok, ça marche. Donc tu démissionnes à sec de la race parce que ça te plaît pas, parce que ça convient pas à ce que tu veux. Et tu fais prof, c'est-à-dire que tu enseignes à des Au CAP Petite Enfance, CAP Petite Enfance, c'est à l'époque BEP Carrière Sanitaire et Sociale. D'accord. Donc des filières techniques de niveau... CAP BEP, donc c'est après troisième, la troisième, après la 2 ou troisième, 3 ans. Ah, voilà, c'est ça. Et comment ça t'est arrivé après tout ça? Donc tu démissionnes de la race, t'es pas content, ça te plaît pas, ou ça te convient pas? Ouais, j'ai besoin de couper, je crois, Voilà, tu as passé 2-3 ans en tant que prof à enseigner, donc tu as un côté transmission. Et là, tu dis, ok, d'accord, comment je monte ma structure? Qu'est-ce que je fais? Comment ça t'arrive ce déclencheur, en fait, au bout de 2 ans, moi, je me rendais compte que je n'avais pas passé les concours pour être titulaire en tant que prof, quoi. Ça m'a bien plu, ça m'a permis de souffler, mais ce qui me plaît, c'est quand même de travailler auprès d'une population. Enfin, mon boulot, c'était pas d'enseigner, quoi. D'accord. 100%. Et surtout pas dans l'éducation nationale, où je trouvais ça, encore une fois, un peu trop rigide, ou enfin, en tout cas, trop sclérosé. Tu as un problème de rigidité aussi, en fait, ou de Ouais, structure? finalement, je me rendais compte que les élèves, moi, qui m'intéressaient le plus, c'était pas ceux qui étaient les plus mis en avant par l'éducation nationale. Je me suis retrouvé des fois à enseigner des choses qui, pour moi, n'avaient pas l'intérêt en tant qu'ancien professionnel du secteur. Voilà. Donc, bref, je me suis dit, c'était bien, 2 ans, mais ça commence à me titiller le terrain en tant qu'éducateur spécialisé, j'ai envie d'y retourner. Donc, j'étais toujours en contact avec mon ancien collègue de la race avec qui j'avais travaillé, qui était un copain, quoi. C'est qui? Hervé Schweitzer. Ah, Hervé. D'accord, Voilà. ouais, c'est vrai. Et un autre copain que tu connais aussi, Abdel Khalifa. Oui, bien sûr. Hein. Et en soirée comme ça, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne montrait pas une structure? Et on a commencé à se dire, on va commencer déjà à monter simplement les statuts. Donc on a monté une structure au point du statut. Le but, c'était au départ, pourquoi culture et sociale? Pourquoi pas utiliser les médias, la culture en général, le théâtre, etc., pour permettre aux personnes les plus éloignées du système d'y trouver sa place. C'était en fait un constat que j'ai fait moi à l'époque à la race, c'est que toutes les personnes suivies dans le cadre du RMI, parce qu'à l'époque ça s'appelait encore le RMI, à La Réunion, enfin pas toutes, hein, il ne faut jamais généraliser, mais beaucoup à La Réunion, avaient finalement comme parcours de RMI, ensuite contrat aidé, type emploi vert, puis chômage, puis retourner au RMI, etc. C'était une sorte de boucle. C'était une boucle non vertueuse. Voilà, et finalement, il y avait une certaine résignation là-dedans, dans ce système. Et voilà, qui arrange certainement aussi beaucoup de personnes, cette résignation Comment ça? Politiquement, quand le RMiste il réclame pas plus que ce qu'on lui donne, ça arrange beaucoup de monde. Et moi, j'avais envie justement de dire à ces gens-là, aux personnes que j'accompagnais, qui pouvaient être intéressées, maintenant, vous pouvez avoir aussi... vous n'êtes pas obligé de rester dans cette logique-là. Vous pouvez trouver votre place, vous pouvez réclamer davantage, vous pouvez vous intéresser, vous ouvrir à d'autres. C'est pas un chemin tout tracé, quoi. C'était ça. L'idée, un peu... Avec des copains, quoi. Le soir, comme ça. C'était réfléchi un peu comme ça. Mais ouais, vraiment, l'idée à la base, c'était vraiment ça. C'était de sortir les personnes d'une logique qui n'était pas forcément logique. Voilà. Ok. Et là, du coup, en fait, les 3 potes, vous vous retrouvez comme ça le soir, vous buvez des bières un peu comme ça, et vous dites, ok, on va monter notre association, vous montez les statuts, et après
Et on commence à chercher, à monter un vrai projet. Ça s'intitule un projet, clairement. Le projet était, on accueille 30 personnes par an. Ces 30 personnes, on leur propose un suivi individuel vraiment carré, c'est-à-dire on va s'occuper de régler avec eux s'ils ont des problèmes totalement autres que l'insertion socio-professionnelle, c'est-à-dire la santé, les papiers, tout ce qu'on appelle les besoins fondamentaux, etc. Leur accompagnement, les accompagner vraiment aussi, voilà, une écoute, d'être vraiment présent, plus leur offrir, enfin leur permettre d'assister à des séances de théâtre. Ça, c'était tout bêtement pour leur s'ouvrir, s'éclater. Alors c'est pas pour apprendre, on n'a jamais eu comme but qu'ils fassent une pièce de théâtre. Hein. C'était vraiment apprendre à s'exprimer, oser, sortir un peu d'une certaine timidité aussi, etc. Et pas se dire que c'était que pour les autres. Les amener aussi à certains spectacles, etc., etc. Et à partir de là, leur redonner confiance en eux sur un certain, ce qu'on appelle maintenant les savoir-être aussi, etc. Et travailler après sur une voie d'insertion, de formation ou professionnelle. Bref, cette action-là a été montée, et là on est allé la présenter à la MIO. La MIO, c'est les missions intercommunales ouest, c'est les missions locales, ce qu'on appelle les missions locales, okay. Au Pôle emploi, etc. Ça, pourquoi eux? Parce que c'était eux qui pouvaient nous orienter des personnes à qui ça pourrait convenir. Et une fois que tu as des personnes, moi je suis très loin de ce milieu-là, tu le sais bien, même si on est copains depuis longtemps. Donc demain, en fait, le lendemain, tu te dis ok, ce que je veux, c'est montrer que mon projet est viable, ramener des personnes et montrer que mon projet est correct, et ensuite aller voir pour trouver des financements ou pour trouver une cohérence à l'association pour. Après déjà faut que les personnes qui nous peuvent nous orienter, donc des usagers, soient convaincus par le fait que ça peut être intéressant pour ces personnes-là et pour eux aussi en tant que partenaires. Okay. Et après, il faut y aller, voir les financeurs possibles. Les financeurs, il n'y en a pas 15 000, hein, c'est les pouvoirs publics. Donc c'est l'État, dans le domaine du social, c'est le département, et les communes, après il y a les CAF, etc. Et donc l'idée là-dedans, toujours, c'est de trouver un premier partenaire qui va dire oui. Une fois qu'il va dire oui, et ben on va cofinancer, les autres ils vont plus ou moins suivre. Mais ça, c'est une question, là, c'est aller convaincre les partenaires de leur financier, là, en l'occurrence, de l'intérêt pour la population, pour eux, de notre sérieux, etc. Bon, et on a eu la chance qu'une personne nous fasse confiance au départ, puis de fil en aiguille, on a eu le feu vert et un budget, mais tout petit au départ, pour nous lancer. Et là, vous faites comment? Vous vivez quoi? Des acédiques Alors pendant toute cette période à côté, toute cette période de montage, ça a duré 2 ans. Hein. Et à la fin, effectivement, moi j'étais aux acédiques. Abdel, il faisait comment? Alors Abdel, entre-temps, est parti. D'accord, ok, donc vous avez perdu un associé, quoi. Ouais, voilà. Collaborateur, un partenaire. Hein, et lui, en fait, c'est vrai que lui, à la base, c'était plus la formation qui le plaisait, alors qui l'intéressait, et plus ça allait, plus notre projet allait dans le sens que moi je préférais, effectivement, c'était le sens de l'insertion sociale, quoi. Toi, c'était vraiment ton métier, en fait. C'était l'insertion sociale, en fait. C'était le but pour toi de monter cette association? C'est ça, ouais. Ok. Ça, ouais. Et donc, on a un premier budget de, je vais dire une bêtise, 30 000, autour de 30 000 euros pour 1 an. Ouais, donc c'est pas énorme. Donc là, on était 2, non, en plus, il fallait trouver un local. Ouais. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'on a pu quand même que la situation s'est quand même aussi débloquée, parce que à la même époque, la fameuse ARAST,
à déposer le bilan. Voilà, alors je n'osais pas trop en parler, mais c'est vrai qu'en tant qu'acteurs sociaux à La Réunion, la race c'était quand même important il y a une dizaine d'années, si je me trompe pas, c'est ça, et qu'il y a une espèce de scandale, c'est-à-dire que toi tu... Moi j'étais parti avant, hein, vraiment avant le fonctionnement, mais en fait il s'avère que financièrement, je crois ils ont essayé de mettre une sorte de rapport de force entre le conseil général, je suis pas spécialiste vraiment, et les dirigeants de la structure. Ils réclamaient un coût horaire pour aller vite à la prestation, et le département leur en donnait un autre, et puis ils ont maintenu comme ça, et ce qui fait qu'à un moment ils ont développé... Une pyramide de Ponzi voilà. Sur une association sociale, quoi, super. Ils ont déposé le bilan comme ça, et mine de rien, ça a créé un vide quand même dans tout le travail de l'insertion, parce qu'après l'aide à la personne, ça a vite été repris par d'autres structures. Bah, c'était ça ma question en fait, c'est que du coup en fait on parle de gens derrière, on parle d'humains, où les gens se sont retrouvés en fait du jour au lendemain où ils étaient suivis par la race, le petit qui avait un problème, la maman seule qui avait... et ils se sont retrouvés sans personne en fait. Ouais, ça fait un gros manque de lien social je pense, pour certains. Et du coup il y a une reprise d'associations type celle que tu as montée ou... Non, vraiment, ceux qui ont vraiment vite repris les choses, c'est les services d'aide à la personne, par des entreprises des fois privées d'ailleurs aussi, parce que ça va de la femme de ménage à l'AVS, etc. D'accord, ok, les mutuelles, ce genre de choses-là, vraiment tout. Ouais. Et moi donc, franchement, ça s'est tombé comme ça. C'était pas parce que la race se cassait la gueule qu'on a monté ça, on l'avait déjà monté. Mais oui, ça a créé. Toi, t'as poussé ton coup de gueule, t'as déposé ta démission, t'as monté ta propre structure avec tes potes, et puis et en avant quoi. Et finalement, par chance pour moi, il y a eu quand même ce vide-là qui a été créé, et en tout cas ce financement qui était du financement qui était là, vu qu'il était plus donné. D'accord, donc le financement de la RAST qui était du département, c'est ça ce que tu me disais tout à l'heure? Entre autres, ouais. Entre autres, le social c'est le département. Ouais. Bon, bah, cet argent-là, on va le donner maintenant à des associations qui vont agir directement, etc. Et là, du coup... Donc on a eu notre première action qu'on a montée comme ça. Là, à l'époque, on se payait pratiquement pas. Hein. C'était encore du bénévolat, quoi. Les 30 000, ça nous a permis de créer une sorte de fonds de caisse, quoi. En fait, mais par contre, ça nous a surtout permis de montrer notre sérieux aux partenaires et aux usagers. Donc on a gagné en confiance. Alors, ce que tu appelles gagner en confiance, c'est comme de l'autre côté de la plupart des podcasts que l'on fait, c'est-à-dire montrer à un investisseur que l'on sait faire ça, en fait. Toi, l'investisseur, il n'y en a pas de privé, c'est l'État. Et en fait, il faut que tu montes patte blanche devant l'État pour savoir, ok, super, on sait faire maintenant, confiez-nous des budgets, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, déjà, on est carré au point de vue gestion financière. D'accord. Ce qui est quand même important, c'est parce que c'est de l'argent public, hein, il ne faut pas en faire n'importe quoi, c'est normal. Tout à fait, c'est bien d'accord. Et après, aussi qu'on est sérieux et compétent dans le professionnalisme, dans notre cœur de métier qui est le travailleur social. Et donc ça a amené d'autres partenaires, la commune de Saint-Paul entre autres, à nous confier finalement des nouveaux projets. D'accord, donc c'est la mairie de Saint-Paul qui décide de vous suivre. À l'époque... je ne vais pas faire politique, mais je pense que c'est du Guet de Bello encore ou... c'est le début du premier mandat. C'est pas Bénard, quoi. Hein. Non, c'est le début du premier mandat de... On parle à des gens qui, à mon avis, écouteront beaucoup de La Réunion, donc on peut parler local un peu. Mm-hmm. Mais ouais, c'est la fin de Bénard et le début du Guet de Bello, peut-être. C'est ça. Ouais. Ok. D'accord, ok. Et là, du coup, la mairie de Saint-Paul décide de vous suivre, vous dit, ok, c'est bon les gars, vous savez faire le boulot, vous agissez bien sur le terrain, la raste, c'est écroulé, c'est fini, on vous confie un budget. Et là, pas vraiment comme ça. Il y avait des projets en fait qu'ils avaient, ou des idées, on va dire, comme ça, dans le domaine, et ils nous ont proposé de travailler dessus. Et donc, on a travaillé dessus, on a fait des propositions, et ces propositions leur ont convenu, et donc ils nous ont financé des projets dont on est... C'est comme un appel à projet en fait. C'est des appels à projet, comme c'était pas les sommes suffisantes, c'était pas les gros appels à projet à l'époque, donc ils nous disaient, tiens, telle problématique à la commune de Saint-Paul, il existe ça, comment est-ce que vous, en tant que travailleurs sociaux, vous pourriez vous inscrire là-dedans? Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à travailler auprès des collégiens de la ville de Saint-Paul, qui sont en voie de déscolarisation. C'est des collégiens qui sont... Alors c'est
à l'atelier relais qui accueille. L'atelier relais, c'est un dispositif à la base de l'éducation nationale qui accueille pendant une certaine période de l'année les élèves qui sont en grande difficulté dans leur classe, pour leur redonner un peu de confiance, un peu d'envie. Et il y a tout un domaine social, bien sûr, là-dedans à faire, et il n'y en avait pas dans la mouture. Concrètement, il n'y en avait pas au moment où c'était monté en 2009 ou 10. Et donc, on nous a proposé d'essayer de travailler avec. Et on l'a fait. Et donc maintenant, rapidement, on s'est retrouvé à avoir la charge du dispositif Atelier Relais du point de vue de la commune. Alors, atelier relais, ça veut dire quoi? Parce que moi qui C'est ce que ne je dis, connais pas ça. Ouais. l'atelier relais, c'est un dispositif de l'éducation nationale qui accueille les élèves pendant des sessions ça peut aller de 6 à 10 semaines. À la place d'aller au collège, ils viennent dans l'atelier de relais. Il y a une prof détachée de l'éducation nationale qui s'en occupe aussi. Et puis il y a on va surtout travailler, on va pas faire de remédiation scolaire. Hein. C'est-à-dire la remédiation scolaire, c'est la remise à niveau. C'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de travailler avec leur orientation si c'est besoin. Mais bon, en 5e, on va pas travailler l'orientation. On va travailler un peu leur place au sein de l'éducation nationale ou quand c'est vraiment pas possible, de travailler à une orientation, mais pas du tout de formation, quoi, vers des institutions, etc. Alors, institutions spécialisées, donc en fait, pour bien comprendre, tu les emmènes dans des classes sur lesquelles il y a un éducateur chargé d'éducation nationale qui est là et... C'est des journées, en fait, ils sont avec nous toute la journée, pas d'aller à l'école, et donc ils ont des cours de français, de maths, etc. Mais autour d'un projet, on fait de la pédagogie de projet. Par exemple, on va travailler autour de la création d'un kamishibai. Kamishibai, c'est les théâtres d'images. Donc, ils vont écrire un conte, on va créer un meuble qui va permettre de passer les images. Donc là, on va faire des maths en calculant les angles. On va faire du travail manuel avec le bois. On va faire de l'artistique. Et puis surtout, on va travailler sur leur attitude. Ça nous permet d'observer leur manière d'être, et puis leur redonner confiance. Celui qui est vraiment nul dans un domaine, il va pouvoir être bon dans un autre. Et je veux dire que ça aussi, ça peut être valorisé au sein de l'école, il peut être quoi, etc. Et en même temps, l'éducateur, il va aussi travailler avec la famille. Donc les parents, etc. On fait des ateliers parents et essayer de recréer des fois un lien entre la famille, l'élève et l'établissement scolaire. Tu parles beaucoup de liens en fait depuis le début de l'entretien et je trouve ça bien parce qu'en fait j'ai l'impression que ton métier c'est... Alors tu peux m'arrêter, hein, je peux dire des bêtises, hein, c'est vrai, hein, mais j'ai l'impression que tu es là pour créer du lien entre l'éducation nationale ou autre chose, ou des institutions qui ont coupé le contact en fait, et ton association, ce que tu as créé, recréer en fait juste du lien ou réoriente et le tampon entre l'institution qui a coupé le contact avec les gens qui étaient un petit peu en marge, et j'ai l'impression que c'est ton métier. Est-ce que je me trompe? Ouais, non, c'est bien vu, je me disais pas comme ça, mais ouais, c'est le lien, le travail social, de toute façon, pour moi, c'est ça, c'est de permettre le lien entre les différentes personnes, entre les différentes institutions, afin que chacun puisse avoir une place dans notre société. Ceux qui travaillent dans le handicap, c'est pareil, c'est de permettre à la personne qui a un handicap d'avoir sa place dans la société, quelle qu'il soit. Et là, avec sa réalité, quoi. Et là, pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Et là, tu fais comment concrètement? C'est-à-dire que vous avez des budgets qui arrivent, il faut trouver des locaux, il faut tout d'un coup, il faut rentrer dans des choses qui sont donc un petit peu chiantes, pardon, mais... ouais, c'est un peu pénible, mais ça a commencé donc comme ça, cette première action qu'on a faite, et après on nous a proposé de nous intéresser à une autre action qui était l'atelier relais. Après, il y a eu la première action qui a été financée en grande partie par le département. Le département n'a plus pu nous financer parce qu'ils avaient lancé une autre grande action qui s'appelait l'Académie des Dallons, qui leur prenait beaucoup d'argent. Académie des Dallons, c'est-à-dire Dallons, c'est les copains, mais en fait c'est une sorte de foyer
et de foyers et de centres de formation pour les jeunes ou les moins jeunes qui n'ont pas de formation après le bac, quoi. Et là, vous faites comment? Vous louez un local? Ah non, on avait déjà le Vous local. êtes chez vous? Donc là, là, on avait un local pour l'action précédente. On a dû comme on n'avait plus cet argent-là, il y en avait D'accord, plus, ok. on l'a lâché. Mais on avait toujours l'action de l'atelier relais qui elle-même a un local. Donc comme on nous a demandé rapidement, en plus d'être entre guillemets prestataire de service en tant qu'éducateur spécialisé qui allait intervenir au sein de l'atelier relais, on nous a demandé de prendre en charge carrément l'organisation de l'atelier relais d'un point de vue associatif. Et là, tu es avec Hervé, donc Hervé, C'est ça, là, on est son deux. prénom que je connais, mais bon, bref. Ouais. Et vous êtes tous les deux, vous gérez l'atelier relais tous les matins, vous avez des salariés, vous faites comment? Alors là, pour l'instant, on n'est que deux et on travaille dans le même lieu, donc avec des profs de l'éducation, une prof de l'éducation nationale, il y a aussi une assistante d'éducation et un adulte relais même. Enfin bref, on travaille vraiment prestataire de service, mais comme ça demande pas mal d'argent quand même un lieu comme ça, parce qu'on fait des sorties, il y a des intervenants extérieurs, etc. Et ça, c'était financé dans le cadre à l'époque du CUCS. CUCS, ça veut dire Contrat urbain de cohésion sociale. On a beaucoup d'acronymes Voilà. ce soir avec Tanguy. Et pour aller vite, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la politique de la ville. La politique de la ville, donc, c'est les quartiers prioritaires qui bénéficient de financement pour mettre en place la politique de la ville, c'est-à-dire réduire les inégalités territoriales. D'accord. Et donc, on s'est retrouvé par la politique de la ville à gérer donc, le budget de l'atelier relais. En plus de notre budget. C'est combien un budget, sans vouloir être à peu près, hein, pour juste faire la tourner partie, tout ça, juste, à la peu partie, près, hein. juste la partie associative, c'est-à-dire le salaire éducateur spécialisé, plus après on a embauché l'adulte relais, plus le fonctionnement global, c'est 70 000 euros À l'année. à l'année. Mais si après on rajoute le budget éducation nationale, c'est beaucoup plus, parce qu'un prof à La Réunion, il est très bien payé, plus l'assistante d'éducation, plus aussi des frais de fonctionnement de la part, on a eu beaucoup plus que ça. Et ça, t'arrives à le gérer comment? C'est une association de loi de 1901, je pense, que vous avez créée. Ouais, ben, ça il y a un bureau qui est là, et moi en tant que directeur, parce que moi à l'époque c'était pas directeur, j'étais simplement responsable, c'est moi qui faisais tout, avec Hervé, on faisait nos comptes, d'où le fait que ma licence à l'époque, qui devait servir aussi à être chef de service, quand je l'ai faite, ça m'a aidé à faire tout ça. J'avais quand même, je me suis remis à faire de la compta, à faire un peu de gestion, etc. Et ça a été parce que ton métier, c'est pas ça en fait. Non, mais j'avais quand même des connaissances, j'avais quand même une formation un peu là-dedans. Et après, dès que ça dépassait, par exemple, faire une fiche de paye. Comptable. Voilà. Faut payer le comptable. Ouais, 12,80 €. Allez. Voilà, c'est ça. Et puis après, le reste, c'était encore des budgets. C'est des budgets. Voilà, on était à 70 000 euros l'année. C'est énorme, hein, énorme, deux salariés, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est pas très compliqué. Et après, la ville, l'État, etc., notre réputation de sérieux a fait qu'on nous a proposé encore d'autres choses. Bref, je vais faire un peu plus vite, parce qu'aujourd'hui, on a 3 gros domaines d'activité. On a donc l'atelier relais. Ok. On a les PRE, qui sont les programmes de réussite éducative. Ok. Alors là, pareil, on sait juste de la mise à disposition de travailleurs sociaux. C'est-à-dire les travailleurs sociaux. Oula. Mise à disposition de travailleurs sociaux, c'est quoi? C'est de l'intérim? Non, c'est-à-dire que les PRE, ils sont gérés statutairement, soit par les CCAS. CCAS, c'est-à-dire? Centre communal d'action sociale, souvent D'accord, par les villes. ok. Enfin, à La Réunion, c'est soit ça, soit directement par un autre service de la ville, la caisse des écoles, je crois. Et donc, ils ont un responsable du PRE, donc du programme de réussite éducative, et quelques salariés. Nous, on met à disposition le travailleur social, parce qu'il faut un éducateur spécialisé, ou des éducateurs spécialisés, qui donc fait le travail d'éducateur spécialisé avec les familles et les enfants qui sont accueillis, mais toute la gestion même du programme, ça c'est du local et des liens avec les partenaires, les écoles, etc. Ça, c'est pas nous qui le faisons. Nous, on met à disposition le travailleur social. Donc moi, là, mon travail en tant que
directeur, c'est Directeur d'association, oui. voilà, c'est simplement de m'assurer que tout ce qui est droit du travail, quoi, et puis la paye, etc. Et je sers de tiers quand il y a des problèmes, voilà, entre les différentes personnes. Donc là, on en a 2 sur Saint-Paul, une sur Saint-Leu, et à l'époque on en avait un ailleurs sur Saint-Pierre. Donc ça c'est l'atelier relais, les PRE, et là où ce qu'on essaie de développer de plus en plus, c'est ce qu'on appelle l'éducation de rue, les éducateurs de rue, ou la prévention spécialisée. Alors ça c'est quoi? Parce que du coup en fait c'est une quatrième, tu m'as dit que dans l'association il y avait 3. 3 grands pôles. C'est le 3e. Ah c'est le 3e, d'accord, ok, super. Alors je t'écoute. Et donc ça c'est des éducateurs des éducateurs qui sont dans la rue, dans les quartiers, et qui en fait essayent de recréer le lien, on y retourne, avec les personnes, encore une fois, les plus éloignées des institutions. C'est-à-dire ces personnes qui ont plus confiance dans tout ce qu'on appelle le droit commun, voilà, qui errent, et donc par un jeu de maraude au départ. Ah, vous faites de la maraude? Ouais, ça peut être des maraudes, ça peut être. Qui fait ça? C'est les travailleurs sociaux D'accord, ok. Ils sont là, ils marchent, ils sont pendant des fois les 3, 4, 5 premiers mois. Le premier travail pour eux, les éducateurs, c'est de faire une sorte de diagnostic du territoire, savoir qu'est-ce qu'il y a comme ressources sur lesquelles on peut s'appuyer, le territoire peut s'appuyer, savoir quelles sont les zones de regroupement, savoir quels sont les problèmes visibles, etc. La dynamique, et voilà. Et dans ce même temps, c'est d'être repéré par la population. Simplement parce que si tu vois quelqu'un qui tous les jours, tu le vois régulièrement faire les 100 pas, enfin pas faire les 100 pas, traverser le quartier, au bout d'un moment, il va y avoir des questions qui vont se poser, etc. Et donc, on va se faire reconnaître aussi en tant que physiquement, mais aussi par son travail. Pourquoi tu es là? Eh ben, moi, je suis là pour t'accompagner. Et alors, c'est de la réactivité. C'est-à-dire le jeune ou le moins jeune qui a plein de problèmes et qui ne sait pas du tout qu'en faire. Et ben, hop, tu lui dis, viens, monte dans ma voiture, je t'emmène à la CAF. On va ouvrir tes droits à ça. Et ça, vous gérez ça dans l'association, en fait? Ah, ça, c'est notre cœur de métier. Ouais, tu me disais le 3e point, c'est ouais, en fait, c'est le cœur de métier, en fait, c'est ça, c'est vraiment d'aller chercher là où... Et ça, c'est pareil. Les centres sociaux normaux, pareil, hein, je sais que ça... Mais du coup, vous allez carrément chercher, en fait, tout ça. Et ça, comment tu arrives à le gérer au quotidien, en fait? Parce que parfois, tu dois avoir la misère sociale, quand même, qui est très, très forte. Moi, je sais que je sais pas si j'y arriverai. Je suis pas du tout confronté à ça dans ma vie de tous les jours, c'est clair et net. Est-ce que tu arrives, depuis le nombre d'années, à prendre une certaine forme de recul? Parce que dans l'association... tu dois voir des jeunes qui arrivent quand même dans des situations, surtout à La Réunion, où il y a une forme de misère sociale dans les hauts qui est très forte. Comment tu arrives à le gérer? Bon, ça, on est quand même formé un peu pour ça, mais la formation, elle aide à ça. Après, pour être très honnête, justement, en tant que directeur, je le gère de moins en moins. C'est plutôt mes collaborateurs qui le gèrent. Et j'ai justement ce petit recul nécessaire qui permet des fois, en tant que directeur, de leur apporter le recul aussi par rapport aux émotions qu'on peut ressentir, etc. Mais faut pas avoir peur de ces émotions. On a le droit des fois d'être. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On n'est pas froid, on n'est pas truc. Après, on parle de distance. Voilà, il faut savoir garder la distance nécessaire pour justement se sauvegarder soi-même. Mais voilà, on peut aussi être. Ça peut être le cas dans un chef d'entreprise normal, parce que tu n'es pas réellement un chef d'entreprise, parce que tu es directeur d'association, mais chef d'entreprise peut aussi avoir de l'empathie pour un licenciement ou autre chose, ou un système social de ces gens. Mais là, c'est carrément ton cœur de métier, en fait. Et ouais, bah c'est non, c'est pas. Comme dit, on est formé pour ça quand même, pour arriver à avoir de l'empathie, enfin avoir de l'empathie, on n'est pas les seuls à en avoir, mais à accepter les situations qu'on a en face, à les prendre telles quelles et à avancer avec elles. On n'a pas la solution pour tout, et puis des fois ça va pas, des fois ça marche pas, et on peut avoir des contre-coups aussi, hein, ça nous arrive. Hein. Et dans ce cas-là, l'association, comment tu le gères? Parce que du coup, tu diriges ça, tu as des travailleurs sociaux qui viennent.
t'es obligé de mettre des barrières, t'es obligé de te dire non, ça c'est pas notre métier. Oui. Par exemple, de dire quelqu'un qui va avoir énormément d'empathie et qui va se dire ok, je vais le prendre avec moi, je vais le ramener à l'association. Tu es obligé de mettre des barrières, de cadrer, comment ça se passe en Ouais, fait? ça c'est mon rôle de directeur, ouais. Mais je suis pas tout seul, on fait des réunions d'équipe. J'ai pas le savoir absolu. J'ai celui qui a le plus d'ancienneté dans le métier. Mais bon, l'ancienneté, c'est pas toujours une gage d'expérience, On forcément a une bonne chose. Hein. 40, tu as quoi? 46 maintenant. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, j'ai un recul, j'ai de l'expérience, j'ai une vision, mais mes collaborateurs aussi. Et quand il y a une situation qui nous pose question, comme on dit, on se regroupe. Et quand il faut trancher, ça c'est mon rôle de trancher. Mais les trois quarts du temps, on arrive à des consensus, enfin pas des consensus, à se mettre d'accord. Hein. Et c'est toi qui es arrivé directeur, comment ça s'est passé? Parce que du coup, en fait, on parlait, vous étiez deux, tu as monté la structure, vous avez des budgets, la région, la Saint-Paul vous a fait confiance, etc. Ouais. Et en fait, comment au fur et à mesure, tu t'es dit, bon, bah écoute, c'est moi qui m'occupe de l'association? Parce que dans les faits, c'était comme ça, en fait, c'est devenu comme ça. Hervé lui-même n'avait pas envie. D'accord. Okay. Il ne se sentait pas capable, et moi je m'en suis senti capable, et donc on l'a fait quoi. Et donc on est arrivé aujourd'hui, on est à 10 employés. Hein, alors ça c'est important de savoir aussi combien vous gérez aussi au quotidien. Alors je vais te dire, je ne cherche pas à avoir des chiffres, parce qu'évidemment on n'est pas du tout sur une vente de chaussures ou de stylos, mais combien vous arrivez à aider personnes à peu près ça je ne sais pas te dire exactement, mais un éducateur de PRE, on les financeurs, enfin l'État, hein, parce que c'est ça. Oui, c'est l'argent public. On estime qu'il doit suivre environ 50 à 60 familles par an. D'accord, en okay, active. Ça fait 5 familles par mois. En AEMO, dont je parlais tout à l'heure, nous on n'en fait pas de l'AEMO, mais je sais que malheureusement ils sont pratiquement à 30 familles par mois. Et l'éducative en milieu ouvert, c'est les éducateurs qui vont dans les familles dont les parents ont des problèmes éducatifs. D'accord. Et donc la justice c'est pareil, donc comment est-ce que vous voulez qu'ils fassent un travail de qualité en suivant 30? Ils y arrivent à faire du travail de qualité, mais pas sur les 30, parce que c'est pas possible. Ça fait même pas de les voir par jour, c'est pas possible. Ok. Moi, donc ça c'est pour les PRE. Au niveau des éducs de rue, on n'a pas vraiment de demande, mais si on arrive par an à faire 30 vrais suivis projets individuels, on est bien, mais en soi on touche un éducateur, il va des fois toucher plus de 100 personnes, 200 personnes dans l'année, parce qu'il y en a un, ça va être juste une rencontre, un enseignement, un truc comme ça. C'est lui, il va à la CAF. Et puis son action, il va le dire à quelqu'un, il va aider quelqu'un qui va pouvoir transmettre à son frangin, qui va pouvoir... Donc, et puis à l'atelier relais, on a 4 sessions de 12 personnes, 12 élèves. Il y a combien de mètres carrés à peu près pour s'imaginer L'atelier relais ? Ouais, depuis tout à l'heure j'ai envie de te poser la question. Mais l'atelier relais c'est une petite maison individuelle qui nous est mise à disposition par la commune. Et c'est à étage, elle doit faire je sais pas 120 mètres carrés. Les gens viennent le matin pour avoir un point de chute parce qu'ils non, ça c'est juste pour l'atelier relais, donc c'est juste pour les élèves. Et d'accord. Moi c'est aussi mon bureau, donc on se retrouve avec mes collègues quand ils veulent venir me voir dans le bureau, etc. On discute. Mais j'ai des collègues à Saint-Pierre, à Saint-Paul, etc. Dans la rue, ils n'ont pas de local. Oui, ils leur local, c'est leur téléphone, leur voiture et leur ordinateur portable s'ils ont besoin. Tu fais quoi? Tu les salariés? C'est que des salariés. D'accord, ok. CDI pratiquement tous CDI. Après, je propose souvent des CDD la première année. Et puis après, parce que ça, c'est la difficulté de notre métier, actuellement, c'est les financeurs. C'est des conventions annuelles. D'accord. Chaque année, l'association peut être remise en question, en fait. L'association, c'est sûr, mais surtout chaque projet. C'est-à-dire, j'ai 10 salariés, moi compris, c'est 10 projets. Et chaque projet, c'est annuel. Et de plus en plus, un projet qui était financé par, on va dire, deux financeurs, pour aller vite, l'État et une commune, maintenant, on rajoute d'autres financeurs, sans pour autant avoir un budget supérieur. D'autres financeurs, c'est-à-dire qui? Des entreprises ou non, ça peut être la CAF, ça peut être le département, ça peut être... Les entreprises privées ne financent
pas ou... Non, il y a des fondations de temps en temps qui Bah font voilà, ça, mais, je me dis, pourquoi La Réunion c'est pas plus développé que ça? Naïvement, je pose la c'est question. possible, mais parce que pour l'instant, il n'y a pas. Fondation, c'est aussi un peu compliqué, il faut vraiment rentrer dans leur commande aussi. À eux. Oui, parce qu'il y a il y a des crédits d'impôt pour les particuliers, il y a tout C'est ça, donc évidemment, ouais. Je sais qu'il y a aussi les fonds européens qui fonctionnent, mais alors le problème des fonds européens, c'est qu'il faut une grosse trésorerie parce qu'ils les remboursent, ils les remboursent pas. C'est-à-dire, excuse-moi. Ils remboursent, c'est-à-dire qu'il faut faire le projet, et donc si par exemple un projet avec un travailleur, le travailleur il va coûter tant, et ben le salarié il va coûter tant, et on va devoir avancer l'argent, et c'est après que la subvention elle va tomber. Donc, trésorerie sur une association de 1901 avec 10 salariés en flux tendu annuellement, vous pouvez pas gérer quoi, c'est Non, ça? c'est fait pour les grosses associations, quoi, type dans le handicap ou les très grosses associations. Moi, je suis une toute petite association. Hein, Et toi, t'en penses quoi justement de ce schéma-là, de se dire, parce que toi, t'aurais pu, en t'écoutant et bon, en te connaissant aussi, puisque ça fait un paquet d'années qu'on se connaît, mais pourquoi faire ça? Pourquoi aller, toi, demain, t'as pas de chômage, tu cotises j'ai du chômage. pas ou peu? Je suis salarié. Ah, tu te Moi, je salarié suis un de la salarié. proposition. Non, moi, je suis un salarié. Mais pourquoi Pourquoi faire ça? ça? Pourquoi faire ça? Oui, Tu pourrais, bon, déjà, le cœur du métier est intéressant. Ça m'offre une certaine liberté d'action quand même si, en termes d'organisation aussi. Donc ça, c'est quand même un luxe aussi. J'ai encore envie pour l'instant, même si des fois, comme tout le monde, ça, tous les 10 ans, on a un petit peu notre... on a des creux, hein, mais voilà pourquoi. Et puis, je pense que les collaborateurs qui travaillent avec moi et qui sont salariés donc d'accès trouvent leur place là-dedans. Donc finalement, on ne fait pas si mal que ça, quoi. Ouais, t'as vraiment l'impression d'être utile en fait, dans ton action de tous les jours ou pas? Ouais. Oui, en tout cas, je pense que nos actions ont du sens. Ouais. Ouais, c'est ce que je pense aussi, moi, complètement en fait. Ouais. Malheureusement, je sais pas combien de temps ça va pouvoir durer tout ça, parce que c'est pas. L'éducation de rue, par exemple, c'est vraiment un métier qui n'a de sens que s'il reste longtemps sur le territoire. Sinon, après, il crée même un manque pour la population, etc. Et il faut, comme je l'ai expliqué, il faut déjà beaucoup de temps pour être reconnu par la population et par l'environnement, les territoires. Donc si c'est pour faire des actions sur 2-3 ans et puis après enlever du territoire les éducateurs de rue, ça n'a pas de sens. Bah écoute, on arrive à peu près à la fin du podcast. On a encore quelques questions signatures sur notre podcast. Bon, évidemment, je t'avais expliqué avant. Je pense que tu as répondu à une question qui est quand même très intéressante, qui s'appelle qu'est-ce qui t'ennuie le plus? Et cette question-là, c'est un petit peu peut-être le manque de budget ou... Qu'est-ce qui m'ennuie le plus? C'est l'impossibilité réellement de se projeter sur 2, 3, 4 ans d'un point de vue financier. Bah c'est ça. Et après, ma question, c'est quelle est ta vision à 3 ans? Et c'est vrai qu'à 3 ans, vu le modèle économique... C'est difficile d'avoir une vraie vision à 3 ans. Ouais. On sait pas, et on est quand même hyper soumis aux politiques. Hein. Là, il y a eu les élections municipales cette année. En fonction des résultats des villes, on pouvait très bien les actions que l'on faisait avec sous une certaine mandature, même si on fait bien attention à ne pas être étiqueté, mais on peut très bien sauter du jour au lendemain. Voilà. C'est pas possible. Les réunions, il faut faire très attention à la politique, c'est très spécial. Ouais. Voilà. Et du coup, pour finir un petit peu sur des notes sympathiques, on aime bien poser la question avec Jean et Paul dans notre collectif de podcast, quelles sont tes petites médiocrités acceptables? Tu gères une structure, on peut appeler ça entreprise, même si je trouve que ça se retrouve malgré le fait qu'en association, la seule différence, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de bénéfices. Mais bon, dans ta vie de tous les jours, en tant que gérant, quelles sont tes petites médiocrités acceptables? Alors déjà, je procrastine à fond. Je suis pas du tout... Ça en est beaucoup. Et je suis très très nul en classement. Voilà, ça je suis très très mauvais. Après,
Il y a des tas de papiers, Il y a des tas de- comme ouais, il y a des tas le de député papiers. qui était, comment on appelle ça, allergique à l'administratif, je sais plus comment il s'appelait ce député, mais voilà. Ouais, je sais plus. Ouais, Voilà ce que non, je voilà, ouais, je suis pas. Faut que je m'améliore là-dedans. Mais bon, ça, c'est la rigueur, c'est de la minute, c'est pas médiocrité. Oh, ça m'arrive d'être de mauvaise foi quand même. Ça, c'est une belle médiocrité, c'est pas mal, c'est pas mal. Et j'aurais encore une avant-dernière question, en fait. Un contenu, livre, blog, vidéo, album musical que tu souhaites nous recommander, n'importe quoi. Et ben, un collectif qui commence à faire parler de lui, je crois, pas mal quand même, musical canadien qui s'appelle Crack Cloud, qui est très bien. Crack Cloud, d'accord. Et a priori, alors je connais leur musique, mais j'ai appris il y a longtemps en fait que c'était des anciens toxicos d'ailleurs qui maintenant se droguent à la musique et un collectif et c'est une sorte de, alors ils appellent ça comment maintenant, du punk moderne ou un truc comme ça. Du punk moderne. Alors moi qui écoute beaucoup de rock'n'roll, comme toi d'ailleurs, du punk moderne. Ouais, c'est très intéressant. Moi, je te ferai écouter. Ouais. Ok, ça marche. Voilà. Et puis du coup, petite question, t'es pas obligé de répondre tout de suite, mais on en parlera plus tard. Un invité pour le podcast que tu pourrais nous recommander. Alors, dans les mêmes secteurs, j'aime bien sortir des sentiers battus évidemment à La Réunion parce qu'on n'est pas obligé de parler de grosses boîtes que je vais parler de type endémique, mais Non, bah, j'ai pas de nom particulier, mais effectivement les grosses associations qui travaillent dans le domaine du handicap, ça peut être intéressant, comme la LEFPA, etc. Mais là c'est vraiment, ça se rapproche aussi, peut-être encore plus de l'entrepreneuriat. je suis pas obligatoirement obligé de chercher de l'entrepreneuriat à La Réunion, Mais c'est quelque intéressant, chose le qui domaine du bouscule handicap un petit aussi. peu. Après, l'autre grande association, plus grande que nous, qui est intéressante à mon avis, et qui travaille aussi dans la prévention spécialisée donc dans les ducs de rue, c'est APPI, Association Prévention Pays, qui sont basés à la Possession et au Port, qui sont les historiques même à La Réunion dans ce travail de rue. Voilà, à mon avis, ils sont très intéressants. Et ben pourquoi pas, pour élargir toujours un petit peu les champs du podcast et aller vers autre chose que obligatoirement de l'industrie ou du service. Et voilà, bah écoute Tanguy, moi j'étais heureux de faire ton podcast, j'ai apprécié. J'espère que j'ai pas été trop brouillon. Voilà. On a eu beaucoup d'acronymes, mais après on a essayé de les expliquer aussi un petit peu. Bah écoute, je te remercie et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Et c'est la fin de ce podcast réalisé sur l'île de la Réunion. Nous vous remercions de l'avoir écouté. Abonnez-vous à la chaîne via votre application préférée et surtout laissez-nous une notation 5 étoiles. Nous réalisons nos podcasts dans le cadre d'un collectif composé de Jean, de Paul et de moi-même. Pour me contacter, envoyez-moi un email à l'adresse suivante smallisbeautiful.reunion@gmail.com. À bientôt.